Bienvenue à tous, vous écoutez Next Step, le podcast des entrepreneurs inspirants qui vous aide à passer à l'étape suivante. À chaque épisode, on vous propose de partir à la rencontre de personnes passionnées, d'écouter leur parcours et de vous en inspirer. Pour vous accompagner et vous guider dans cette aventure, nous serons deux. Je m'appelle Elisa et je suis avec Tariq. Bonjour Elisa, bonjour tout le monde. Alors comme vous le savez, nous sommes dans le studio de la Chambre de commerce de Bruxelles qui représente les intérêts des entreprises bruxelloises. Bessie aide et accompagne ses membres dans le développement de leurs activités. Et bien sûr, on remercie Bessie de rendre ce podcast possible. Avec l'accélération digitale de Telenet Business, osez développer votre marketing en ligne. Prenez gratuitement rendez-vous sur accélérationdigitale.be et clients ou pas, nos experts viendront vous expliquer comment. Pour cet épisode, nous sommes ravis d'accueillir Jean-Manuel Farcy. Bonjour Jean-Manuel. Bonjour Elisa. Bonjour Tariq. Bonjour Jean-Manuel. On est ravis de t'accueillir sur Next Step. Alors avant de préparer ce podcast, j'ai constaté que tu étais plutôt discret. Ceci étant, nos quelques échanges m'ont fait réaliser que ton parcours entrepreneurial était très riche. On voit que tu as été longtemps active avec ta société Blue Pepper dans le secteur des tendances culinaires. Et si tu es là aujourd'hui, c'est pour nous parler de ta Next Step, puisque tu viens de te reconvertir dans l'artisanat en devenant artisan cirier. Alors on va avoir plein de choses à dire, mais dans Next Step on aime bien les entrepreneurs atypiques. Est-ce qu'on pourrait revenir un tout petit peu sur le début de ta carrière ? Avec plaisir. Ma carrière, mes études, ma carrière. Le début par exemple, oui, tes études, je sais que tu es plutôt autodidacte. Tout à fait, moi j'ai été à l'école très longtemps, mais pas très souvent. J'ai souvent recommencé mes classes d'ailleurs, et à 16 ans j'ai commencé une école hôtelière pour travailler en restauration, ce que j'ai fait pendant une dizaine d'années. Et à 26 ans, j'ai créé une entreprise qui s'appelait Grain Noir. On était un peu le Uber de la nourriture, puisqu'on a commencé à vendre des akouskis et des sandwichs aux hôtels. Et d'ailleurs, les restaurateurs me disaient, mais enfin, qu'est-ce que vous prenez ? On fait ça nous-mêmes, vous allez nous apprendre quoi, etc., etc. Donc c'était un peu la première phase de remplacer la voiture des gens par les produits. Et puis, j'ai géré cette entreprise pendant une dizaine d'années. Je l'ai vendue en 2001. Et j'ai eu une entreprise qui s'appelait Blue Pepper, comme tu viens de le dire, qui était importateur et distributeur de produits prêts à manger innovants. Et on a décidé avec ma compagne, ma femme, mon associé et la mère de mes enfants de changer de vie fin juin. On a revendu l'entreprise à 2 personnes privées. Et on a été approché via pour reprendre une entreprise d'artisans ciriers, comme tu viens de le dire, à Versailles. Donc on a un parcours assez spécial par rapport à ça. Et qu'est-ce qui a fait, pour revenir un peu, parce que bon là tu passes très vite, mais tu as quand même une grande aventure entrepreneuriale avec tes sociétés. Je crois que tu as été à la tête de plus de 100 personnes, c'est ça hein Comment est-ce que tu as géré cette croissance ? Je pense que la frustration des fois crée l'ambition. Donc la frustration de ne pas avoir été reconnu à l'école, de ne pas avoir réussi à l'école, de ne pas avoir été compris à l'école, a certainement créé un grand besoin de reconnaissance. Donc je crois que le moteur initial a certainement été l'envie de réaliser et d'être reconnu. Et donc je pense qu'à cette époque-là, c'était plus l'ambition absolue que la volonté de vouloir créer quelque chose. Donc quand l'ambition passe au-dessus des choses, tu survoles un peu les étapes oui, bien sûr. Avec plus de facilité qu'en étant tout le temps sur la terre, etc. Donc je pense que j'ai beaucoup survolé les choses. Quand tu gères pas mal d'entreprises, comme à une époque j'en avais 6. Oui, c'est ça, 6 entreprises. Oui. Mais tu gères moins les choses, tu gères moins les gens. Donc je pense que c'est des fois un petit peu tout un revers. Quand tu gères trop près du terrain, tu gères pas assez en distance. Quand tu gères trop en distance, tu gères pas assez près du terrain. Donc voilà un peu Et qu'est-ce qui a fait que cet entrepreneur a décidé de se reconvertir ? Quel a été peut-être le point de basculement où tu t'es dit, bon voilà, il faut vraiment que je passe à autre chose maintenant ? Le point de basculement, comme je le disais à l'instant, quand l'ambition prend le dessus, c'est peut-être pas nécessairement l'individu qui prend le cap. Donc quand tu décides, quand tu es jeune, d'avoir l'ambition de voir des choses et de te réaliser pour être reconnu, heureusement, un jour la vie prend le dessus, tu te dis, mais enfin, est-ce que c'est vraiment la vraie vie, quoi ? Et après 25 ans d'indépendant dans l'alimentaire, un métier difficile, des clients de plus en plus compliqués, du chantage régulier de la part de nos clients pour dire tiens on va changer de fournisseur, etc. La grande distribution qui change beaucoup, et aussi l'âge qui avance. On a 2 petits-enfants, j'ai 53 ans. Tu te dis à un moment mais qu'est-ce que je fais de ma vie en fait ? Donc je pense qu'on a vendu plus par choix personnel de changement de vie que par choix financier, quoi. On a vraiment voulu à un moment se dire on aspire à autre chose, se rapprocher de l'essentiel, se rapprocher de choses plus fondamentales. Et aujourd'hui,
même c'est compliqué, demain on passe chez le notaire pour créer une SRL. On a fait c'est une nouvelle vie, c'est vraiment une vraie nouvelle vie, mais on est plus conscient des choses, donc on a plus peur, certainement. J'ai aussi peur qu'un jeune de 25 ans qui va créer sa boîte. Mais je pense qu'aujourd'hui, on crée de nos mains, on fait des choses chez nous. Mais pour revenir à ta question, qu'est-ce qui fait le changement de vie? C'est certainement un passage difficile dans ma vie personnelle il y a 1 an et demi. J'ai fait un burn-out il y a 1 an et demi, où j'ai clairement eu un moment de surmenage, où je me suis vraiment remis en question. Et on a eu la chance d'avoir un associé avec qui on a fait des réunions diverses, où on a vraiment planifié et discuté nos visions à chacun des années à venir. Et il est clairement ressorti chez nous, avec ma femme et moi-même, que notre ambition était de faire des choses plus essentielles en fait. Et donc on s'est... Et comment vous avez découvert la cire, la bougie? La cire, c'est la finalité. Et je pense que le premier point, c'est le fait d'accepter le changement. Oui. Donc on a décidé en septembre, il y a 1 an, juste presque jour pour jour, de vouloir changer. On a rapidement trouvé quelqu'un qui était intéressé par reprendre l'entreprise. Mais le projet a duré 1 an. Donc on a vendu fin juin. On est passé par un processus assez compliqué, contraignant, fatigant, émotionnellement très intense. Et donc on a vendu fin juin. Et au mois de mai, on est parti à Paris pour voir des copains qui changeaient de métier. Et lors de cette soirée-là, j'ai eu une rencontre incroyable avec quelqu'un qui m'a dit « Mais tiens, qu'est-ce que tu vas faire ?» On ne savait pas ce qu'on allait faire. Oui, voilà, on n'avait pas de projet. On vendait, on changeait pour changer. Et on voulait prendre 6 mois sans rien faire. Et donc j'ai dit à cette personne qu'on ne savait pas. Et donc elle m'a dit, tiens, j'ai un copain qui est artisan à Meudon, donc pas loin de là, qui fait des photophores en bougie et qui arrête mais qui n'a pas de repreneur. Est-ce que ça t'intéresse? C'est moi des bougies. C'était pas ma passion absolue. Et donc on est parti chez lui le lendemain matin à 10h. Ah, le lendemain matin, vous prenez la décision? Avant de rentrer chez nous, on est parti le voir. Et après 10 minutes, ma femme me dit, tiens, on est intéressé. Donc c'est en général moi le pousseur de changement. Et là c'était elle. Donc on a discuté rapidement avec lui, on a rapidement tombé sur un prix vraiment pas très très cher. Et donc le but c'était de faire former chez lui fin août, pendant 15 jours à Meudon. Donc on a reçu une maison à prêter, on a pris notre neveu qui nous accompagnait pour gérer nos enfants. Et donc on a été formé 15 jours fin août et on a tout ramené chez nous début septembre pour s'installer à la maison chez nous. Et là, qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Faut réfléchir, faut pas trop réfléchir, faut y aller à l'instinct, comment ça se passe? Je pense que si tu réfléchis beaucoup, tu fais rien, parce que c'est assez angoissant. Et si tu réfléchis trop loin, tu n'avances pas. Si tu penses au passé, tu n'avances pas non plus. Donc c'est vraiment de sentir ce que tu ressens pour te dire que c'est un chemin dans lequel on veut aller. On a des risques bien entendu, mais qu'est-ce qu'on a comme risque? C'est de recommencer, d'échouer. Donc aujourd'hui, on a réaménagé notre maison. On avait une cave de 40 mètres carrés ou 35 mètres carrés qui était une cave pleine de brôles, mais qu'on a dû ranger et vider. Et donc une cave, ça reste une cave, donc on l'a réaménagée. Aujourd'hui, on est chez nous. Nos enfants adorent ce qu'on fait. Ils passent leur temps avec leurs copains à toucher la cire, à tester. Donc on démarre dans quelques jours. Officiellement demain, quoi. Et alors, comment ça s'est passé? Parce qu'en plus, vous étiez 2 dans cette aventure. Donc, ça a été plutôt un plus, le fait d'être 2, de s'accompagner quand il y en a un qui se pose des questions ou qui n'a pas le moral, il y a l'autre qui est là pour le remonter. Mais je pense en plus, c'est pas rien, vous êtes un couple, donc là, c'est très... On était un couple, on se retrouve un jour à la maison, dans notre petite maison à Boisfort, qui est pas très grande, et avant, tu tirais ta boîte en demandant tout à tout le monde, et en ayant un dépôt de 1000 mètres carrés derrière, en stockant des choses partout... et en ayant une secrétaire, un comptable, etc., le jour où c'est fini, t'as plus d'entreprise, t'as plus de personnel, t'as plus d'expertise, tu prends la cire, tu te brûles, tu te coupes, tu prends des caisses 25 kilos, tu redeviens apprenti, tu dis waouh, à 52, 53 ans, c'est assez compliqué de repartir de zéro en fait. Donc je pense qu'aujourd'hui on vit une période qui est à la fois intense, à la fois angoissante, à la fois déstabilisante, très fatigante physiquement, parce que tu réapprends tout. Tu vois des clients qui posent des questions que tu connaissais pas. Donc, je pense qu'il y a plein d'excitation. Il faut aussi gérer ce que ton corps te renvoie en disant « Oula, mais qu'est-ce que tu fais? C'était quand même facile avant. » Et comment on s'entoure justement dans ces moments? Est-ce que vous vous entourez? Quelles sont un peu vos personnes ressources dans cette reconversion? Déjà, on est 2. On a 2 caractères clairement opposés. Annette est allemande. Donc là, ce côté très organisé et très germanique, il n'y a pas de schéma, mais il y a quand même des structures qui sont... certainement différente par son histoire et son parcours qui est plus dans des boîtes de consultance. Donc elle a cette méthode assez régulière. Dans le travail qu'on fait, elle est très méthodique et très organisée. Moi, je suis très créatif. On s'entoure de comptables. C'est marrant, j'ai engagé l'ancien comptable de Grain Noir
qui était mon comptable il y a 25 ans, qui a créé une boîte qui nous accompagne avec son associé fiscaliste. Pedro, qui nous a vendu le projet, nous accompagne en permanence, on l'appelle, tiens, on a raté ça, etc., etc. Et puis on essaye de s'entourer de gens qui sont des gens positifs et qui vont nous tirer vers le haut, plutôt de gens qui vont nous pousser vers le bas, en disant qu'on est fou, qu'on est ci, qu'on est ça. Et c'est très gai d'avoir plein de retours sur les réseaux sociaux de gens qui reconnaissent le risque qu'on prend et qui ont une certaine admiration de ça. Donc c'est très chouette. Oui, c'est ça, j'avais envie aussi de te poser la question de comment est-ce que l'entourage ou tu vois les anciennes personnes avec qui tu travaillais on t'encourage ou pas, ou sont présents ou pas, comment ça s'est passé? Tu sens que beaucoup de gens aujourd'hui sont dans un changement de vie, hein. Tu sens que les gens aujourd'hui se posent des questions sur le fond et sur la manière de faire les choses. Pourquoi est-ce qu'on fait les choses? Le sens des choses. Pourquoi est-ce qu'on s'investit tellement dans un projet alors que l'entreprise un jour te prend, te jette, tout comme le système. Donc on sent que dans le monde aujourd'hui, beaucoup de gens sont en questionnement. Donc on interpelle beaucoup de gens qui disent waouh, vous réalisez quelque chose qu'on aimerait faire et qu'on aurait peut-être du mal à faire. Et donc on a autour de nous beaucoup de gens qui nous accompagnent, qui nous poussent, qui nous admirent et qui nous apportent de la motivation en nous disant de continuer, quoi. Et quels sont vos futurs objectifs? Qu'est-ce que vous mettez encore à l'heure actuelle là, pour le développement de l'entreprise, de Je pense que le premier point, c'est de comprendre comment ça marche. C'est clair que c'est pas en 15 jours qu'on va prendre un métier de 10 ans. Donc on doit apprendre... Vous continuez de vous former? Ah ben oui, on se forme tout le temps. On passe son temps à renverser des pots, à faire des erreurs de couleur, à arriver ce matin... Chez Tariq, on a oublié une bougie que j'avais promis. Donc on a plein de choses aujourd'hui qu'on apprend et qu'on redécouvre. Donc travailler chez soi, c'est compliqué, hein. Donc redécouvrir un lieu où il y a moins de lumière, etc., etc. Donc on apprend beaucoup. On communique pas mal sur les réseaux sociaux. Moi, j'aime bien faire ça. Et là, il y a une vraie histoire à raconter pour le coup. Tout à fait. Donc on passe chez le notaire aussi demain. Donc on réapprend. Une SRL, c'est pas une SPRL d'antan. Donc il y a un vrai apprentissage des bases, un vrai apprentissage de refaire un devis. Toutes les demandes des clients changent. On a vu la Rasante l'autre jour, une grosse salle de sport à Bruxelles, qui veut nous louer des bougies et pas acheter des bougies. Donc je pense qu'il faut aujourd'hui comprendre ce que le marché veut pour pouvoir vivre demain et pas vouloir nous imposer notre petite pensée d'entreprise et penser qu'on a raison alors que nécessairement... Donc c'est vraiment se remettre perpétuellement en question et c'est très... Il faut maîtriser l'outil, maîtriser le process, parce que c'est la base de ce qu'on va faire. Mais en termes de vente... Ça me fait toujours rire aujourd'hui les grandes théories d'agile, les grands consultants qui parlent d'agilité, etc., etc. L'agilité, c'est pas nécessairement de faire des grands plans pour des projets demain, c'est de savoir qu'il faut vite rebondir, qu'il faut réagir à gauche parce que le client demande ça, réagir à droite. Annette pense demain aller voir des entreprises de pompes funèbres, proposer des photophores pour des gens qui sont décédés. Moi, je trouve ça un peu particulier, mais dans le fond, on doit aujourd'hui se dire que la mort fait partie de la vie et on doit pouvoir, pourquoi pas, répondre à une demande différente. Très bien. Alors je crois que Tariq n'a pas été complètement vexé que tu oublies la bougie aujourd'hui. Et voilà, maintenant je te passe la parole pour continuer. Merci Elisa. Merci Elisa et merci Manu. Avant de commencer, je voulais te rendre un petit hommage. Et donc c'est dire que c'est un plaisir pour moi de t'avoir aujourd'hui. Merci, ce qu'on fait dans Next Step, c'est partager des expériences et montrer en quoi ce partage peut aider les gens justement à avancer. Et donc je tenais à dire que tu es une des personnes, quand j'ai créé ma première start-up, qui m'a donné des conseils qui sont restés et qui m'ont aidé au quotidien. Très touché, merci. On a tous entendu plein de conseils, on a tous lu plein de livres, lu plein d'articles, mais au bout d'un moment, après tu peux te retourner et tu te dis, dans les 10 conseils qui m'ont aidé à avancer, toi tu m'en as donné 2. Donc on va peut-être pas parler de ça spécialement aujourd'hui, mais je voudrais quand même en évoquer un. Et qui illustre bien la différence entre les grandes ambitions du créateur d'entreprise et la tête dans les étoiles, et puis après la réalité quotidienne. Et la réalité quotidienne et la difficulté, souvent c'est lié donc, soit au temps, soit à l'argent. Et s'il y a bien un moment de tension, et où toutes les différences s'expriment entre l'entrepreneur et on va dire le salarié, c'est la fin de mois. La fin de mois, pour pas mal d'employés, c'est génial. Ça va recommencer, tout va aller mieux, je vais pouvoir boucler ma fin de mois. Donc plus on se rapproche de la fin du mois, plus l'employé est finalement heureux. Pour l'entrepreneur, c'est le calvaire, surtout en croissance ou qu'il y a des difficultés financières.
quand tu vois que la fin du mois arrive et que tu dois, en anglais on dit make payroll, c'est un peu le... Donc je crois que c'est vraiment une des plus grosses tensions que tu as dans la vie d'une entreprise et qui se passe tous les mois. C'est en gros, le patron ou la patronne se dit comment je vais faire pour payer ce putain de salaire. Et finalement les employés disent on se casse la tête tous les jours pour l'entreprise, il a intérêt à me payer quoi. Et on peut croire que c'est des tensions qu'on ne peut pas réconcilier, c'est-à-dire les intérêts sont opposés, et on sait tous qu'on peut être patient un tout petit peu, mais qu'il faut résoudre ce problème chaque mois. Et alors toi tu m'as donné un conseil, je ne sais pas si tu t'en souviens, qui m'a vraiment permis d'aligner les visions. Tu t'en souviens ? Non. Je suis un peu long du coup. Mais en gros tu m'as juste dit, comme ça c'est un petit préambule, tu m'as dit de toute façon payer les salaires c'est dur tous les mois. Et ce sera dur toujours, enfin je veux dire, voilà, donc c'est une donnée stable. La seule chose que tu peux faire, c'est au lieu d'essayer de négocier des délais avec tes employés, de dire je vais être en retard, c'est essayer d'être en avance. Et faire tout ce qu'il faut pour être 2 jours en avance plutôt que justifier 2 jours de retard. Et quand tu payes tes salaires 2 jours en avance et que tu es en difficulté, ben alors, tu montres l'exemple, et 2, tu fais comprendre à tout le monde que si toi tu es en avance, ben, tout le monde peut être en avance, quoi, tu vois. Et donc voilà, donc je crois que ça ne résout pas le problème de cash des gens qui nous écoutent, mais c'est en tout cas une manière, je pense, de voir ce moment critique de la vie d'entreprise difficilement. Bon, ben voilà, ceci étant dit, revenons un petit peu à ton parcours, et donc je vais te poser donc, du coup une autre question sur l'argent, et c'est quel est ton rapport à l'argent et comment est-ce qu'il a évolué dans les différentes phases de ta carrière professionnelle ? Alors c'est marrant, l'argent a été... j'ai pas m'étendre sur un divan en parlant devant vous, hein, mais... je crois que petit, l'argent a été quelque chose de fondateur dans ma vie en fait. L'argent a remplacé un regard, une tendresse, une affection parentale que j'ai pas reçue. Et donc avec l'argent, je m'achetais des choses. C'est complètement illusoire, hein. Quand tu vois ça avec du recul, c'est illusoire, mais ça permettait à un enfant d'être rassuré, d'avoir une certaine sécurité, une certaine distance par rapport aux autres, hein, et de pouvoir t'offrir des choses que tu recevais pas. Et donc l'argent a été pour moi très longtemps un moyen de me réaliser, un moyen de pouvoir et d'exister. Comment est-ce qu'il a évolué ? Je pense qu'il en faut malgré tout pour vivre. C'est plus gai d'être pauvre en étant riche que pauvre en étant pauvre. Hein. De vivre comme un pauvre en ayant un peu d'argent derrière toi, c'est plus simple que quand tu n'as pas d'argent et que tu n'as pas d'argent du tout. Donc je pense que au fil des années, l'argent a représenté pour moi, a été besoin pour ma sécurité personnelle. Je pense que c'est facile de faire la morale aux gens quand tu as de l'argent. C'est facile de dire, enfin, comporte-toi comme ça, fais pas voler dans un magasin. J'aurais été il y a 15 ans en Louisiane, quand il y avait les inondations. Je pense que j'aurais été le premier à aller dans les magasins, casser les carreaux pour prendre à manger, quoi. Donc je pense que c'est facile à dire aujourd'hui de critiquer quand tu as des moyens et du revenu, de dire aux gens comme il faut faire. Quand tu n'as juste rien et tu as juste ton salaire minimum ou même pas pour vivre et nourrir une famille, ben, je pense que le problème est différent. Donc l'argent a été pour moi quelque chose d'important. L'argent est important pour nourrir ma famille et vivre comme j'ai envie décemment, mais ça devient quelque chose une fondation importante, mais pas une apparence importante. Alors, si on parle maintenant de financement de la croissance des entreprises, hein, donc un sujet qu'on aborde parfois, ce qu'on voit dans ton parcours, c'est que tu as toujours décelé, tu l'as dit tout à l'heure, comprendre où le marché va. Et donc, les hôtels achetaient la bouffe des restaurateurs, toi tu l'as uberisé, tu nous l'as dit. Je crois que tu as eu un très beau contrat avec la Sabena à l'époque. Que j'ai perdu. Voilà, et c'est un petit peu ça. Et donc, et même chose avec les tendances alimentaires. Donc on voit que la constante dans ton parcours, c'est déceler une poche, un trou dans le marché et de s'y intégrer. Et donc ça, ma question c'est un peu évident. On dit voilà, enfin non c'est pas évident du tout. Ce que je veux dire c'est admirable et c'est nécessaire pour pouvoir créer plusieurs entreprises et entreprendre. Mais à côté de ça, on voit beaucoup d'entreprises qui peuvent grandir et vivre et qui sont pas à la recherche des tendances, elles sont juste à la recherche de stabilité. Et je trouve que dans la vie de l'entreprise, parfois c'est ça. Est-ce qu'il faut nécessairement ça, ou est-ce que c'est juste deux manières d'entreprendre différentes ? Une, chasseur de tendances, l'autre, bon père de famille à la tête d'une entreprise, quoi. Alors, je ne suis pas sûr que je suis un bon patron. Je pense que je suis un bon leader.
Je pense que je suis un gars qui a du nez pour chercher le marché, mais je pense que je fatigue les gens aussi. Parce qu'à force d'amener tout le temps des nouveautés et tout le temps des changements, à un moment, les gens derrière sont fatigués de dire hey, quand tu viens de nouveau. Donc je pense qu'il faut. Je vois pas de quoi tu parles. donc je pense qu'il faut des gens qui aient un nez. Et comme tu le dis, c'est un doux mélange entre. Si tu ne fais que gérer une entreprise en ne sentant pas le vent qui change dans la grande distribution, ou un Carrefour qui demain va passer derrière toi, ou un client qui risque de passer vers un autre grossiste parce qu'il est moins cher, je pense qu'il est important de sentir le risque que représente ton business. Parce que c'est ce que j'aime dans ce qu'on fait aujourd'hui. On fait tout à la main, on va tout faire nous-mêmes, donc on peut rapidement changer, etc., etc. L'autre risque, c'est quand tu changes tout le temps, et c'est très fatigant pour toi et pour les autres. Donc moi j'aime beaucoup l'image du bambou. Dans tout ce que j'ai eu comme entreprise, et je pense qu'on n'aura pas ça aujourd'hui, pour moi, un ERP a été la colonne vertébrale de notre projet. Il a fallu un ERP qui en fait mettait des fondations dans le projet et qui canassait et moi et l'entreprise. Canassait, on s'entend, mais qui mettait des fondations d'articles, de process de production, de temps de production, plutôt de la structure, quoi, en fait. Une structure de l'entreprise qui était fondamentale pour avoir les fondations de l'entreprise. Et le bambou, pour moi, est très centré. Mais quand le vent part à gauche, il peut aller à gauche. Quand le vent part à droite, il peut aller à droite. Et il revient toujours au milieu après. Donc il faut cette souplesse nécessaire et indispensable pour que le projet puisse bouger au gré du vent. Parce que un arbre qui est rigide, à un moment, le vent est trop fort, il va casser en deux. Alors, faire un burn-out, c'est plier ou c'est casser ? C'est encaisser un choc. C'est encaisser quelque chose qui te vient comme ça, tu te rends pas compte que t'arrives. J'en parle pas beaucoup, j'en ai pas beaucoup parlé jusqu'à maintenant. Je pense que c'est la première fois où j'en parle comme ça ouvertement. Merci de partager. Mais c'est voir des clients et avoir des nausées, c'est sentir que tu n'as plus la force de tirer le projet. Et quand c'est l'entreprise dont tu tires le projet, ben, quand tu as un élément moteur du projet, c'est très dangereux pour ceux derrière. Donc heureusement qu'on a vendu Boober et que le gars qui m'a repris m'a dit, mais évidemment j'ai pas partagé ça à l'époque avec eux, mais il m'a dit, tu touches des sous aujourd'hui. On n'a pas touché beaucoup de sous, mais tu touches des sous. Moi, j'ai vendu il y a quelques années, j'ai rien touché. Et donc, ok, on aurait pu vendre plus dans 4-5 ans, parce que l'entreprise, à un moment, tu vas acheter des produits en Asie, tu jettes des conteneurs, etc., etc. Je pense que ce qui est dur, c'est qu'en fait, c'est ton corps te rappelle, ça suffit maintenant. Donc, j'ai pas dormi 15 heures par jour, c'était pas un burn-out où tu passes ton temps à dormir tout le temps, c'est un burn-out où tu sens que ton corps est fatigué et épuisé de supporter et porter des projets tout le temps qui sont assez rudes. Donc, à un moment, il faut choisir et lâcher prise. Et c'est bizarre, j'ai vu une personne qui m'accompagnait, un médecin qui m'a donné des plantes et autres, et qui m'a dit, moi je vois des gens tous les jours, monsieur, c'est mon métier, je gère ça. Et ce que vous faites dans le changement que vous opérez aujourd'hui, de vouloir à un moment aller vers un métier plus manuel et de lâcher prise, il y a une personne sur 100 qui le fait, parce que les gens ne font pas ce changement. Ils acceptent le changement en tant que tel, mais ils ne vont jamais aller vers un changement si radical, ils vont aménager les choses, etc., etc. Donc je ne veux pas me prendre des lauriers, etc., etc. Je pense que pour nous, c'est compliqué ce qu'on entreprend aujourd'hui. Hein. En fait, pour rebondir là-dessus, puisqu'on a des confidences, moi aussi, j'ai fait donc il y a 2 ans un fameux burn-out. Et je crois que quand j'avais 29 ans et que j'ai quitté le barreau, là, j'ai fait un bore-out, je crois, tu vois. C'est-à-dire que j'étais dans un cabinet d'avocats et je trouvais qu'être l'esclave du système, du client et du dossier, etc., bah, c'était finalement fort ennuyeux. Et tout ça, finalement, il y est. Et donc à l'époque, j'ai quitté le barreau et puis je suis devenu tenancier de bed and breakfast. Et alors, j'ai acheté des meubles et j'ai fait des petits déjeuners. Et c'est marrant, mais c'est un petit peu ce rapport à la création de quelque chose. Je dis, tiens, bah, je comprends le sens de ce que je viens de faire. Je viens de mettre quelque chose sur la table, tu vois. Et puis, je viens de rencontrer des gens aussi pour une transaction simple qui est, venez passer la nuit, c'est beau, c'est laid, c'était bien. Donc, je crois que ça donne du concret. Et voilà, donc tu peux soit te soigner l'ennui, soit te retrouver après vraiment un vrai burn-out en faisant des choses très concrètes. Et c'est peut-être ce qui est fantastique aujourd'hui, c'est qu'il n'y a jamais eu autant d'opportunités pour créer des choses manuelles qui peuvent grandir, quoi. Alors moi j'ai eu pendant des années un mentor qui s'appelle Christian Brigode, qui est un peu mon père spirituel depuis toujours, hein, je le vois encore de temps en temps. Et c'est un gars qui venait chez moi quand j'avais Grain Noir. On avait un petit bureau, j'avais mon bureau, j'avais un feu ouvert, on faisait un feu de bois, on fermait la porte, on mettait une musique classique, pendant 3 heures on parlait de tout sauf du boulot. Et quand tu pars de zéro, tu n'as pas étudié et que tu commences une boîte qui passe de 0 à 150 personnes et qui va livrer sa benade, etc., etc., il faut encaisser les changements comme ça. Et donc ce gars venait chez moi et régulièrement on parlait de la vie, etc., etc. Et un jour j'étais pas bien et on est parti manger chez mon copain Fred Nils au Canterbury. Et dans la voiture il m'a mis Michel Sardou, S'enfuir et après. Je te conseille d'écouter ça. Et c'est quoi? Ça te rappelle que s'enfuir et après,
Mais tu pars, mais tu vas toujours revenir à ta vie en fait. Tu vas toujours revenir à qui tu es. Tu vas toujours revenir à ton fondement. Donc tu peux fuir, prendre de la drogue, prendre de l'alcool. Moi j'ai beaucoup joué quand j'étais jeune. Hein. Quand j'avais 20 ans, je passais mon temps au casino, au champ de course, dans les bingos, etc., etc. Tu peux tout faire. Un jour ta vie te ramène à... Tu peux mettre un couvercle sur la casserole. J'ai un copain qui fait toujours ça. Quand il a un problème, il met le couvercle. Mais un jour la casserole va exploser. Donc un jour tout te ramène à quelque chose. Un jour ta vie te ramène à ton essentiel. Et donc cette musique, je l'écoute régulièrement quand j'ai dur aujourd'hui. De me dire, pouh, c'est compliqué ce qu'on entreprend. Parce que c'est vraiment différent et différenciant. Cette musique me ramène toujours à me dire, mais m'enfuir, mais je vais quand même revenir à moi un jour. Donc il faut que j'accepte ce qui m'arrive. Et donc, ce que je fais aujourd'hui quand je suis dans la cave et que je vais créer mes photophores, la nuit j'en rêve et le lendemain, parce que ça prend du temps à refroidir, à sécher, et j'adore aller découvrir ce qu'on a réalisé de mes mains. Donc c'est des chouettes moments. Et donc aujourd'hui, si j'avais des conseils à donner, et si j'avais du temps à consacrer, j'ai été dans les entreprendre, mais quand on s'est connu, c'est très très prenant ça, hein, ça prend beaucoup d'énergie, etc. Aujourd'hui, j'adorerais partager juste la détresse de quelqu'un pour l'aider à surmonter cette détresse, en fait, parce que je pense que c'est le plus important. Il n'y a rien de plus beau qu'un homme à genoux, qui est un genou par terre. Un homme, on s'entend, un homme ou une femme, un individu, qui a un genou par terre et qui avoue sa faiblesse à ce moment-là. Et je pense que c'est le sens du partage de ce qu'on dit aujourd'hui, c'est de dire le burn-out, c'est soit un sujet de buzz des magazines, soit c'est un truc dont on doit pouvoir parler sans tabou, parce que des gens comme toi, des gens qui m'ont aidé, je l'ai déjà dit, on a invité Édouard Cambier, c'est le meilleur moment pour rebondir et finalement que le bambou ne casse pas, quoi. J'ai toujours été là chez les gens quand ça n'allait pas, moi. Pas l'inverse. Je suis pas le gars qui va dans une boîte et te paye du champagne. J'ai toujours été là quand un gars se faisait licencier pour lui offrir quelque chose à boire et viens, on prend un café ensemble. Et les gens ne comprenaient pas, hein. Et qu'est-ce que tu fais? Mais c'est normal. C'est à ce moment-là qu'on doit être là. Voilà, exactement. Et ça se passe toujours comme ça. C'est marrant, tu as parlé d'un ERP et de toujours revenir à ce qu'on est. Donc, le lien, ce que je vois entre les deux, donc l'ERP te donne de la structure. Tout comme le management traditionnel, c'est de dire tout le monde doit être structuré, les équipes doivent être structurées, doivent fonctionner de manière bien rangée. Il n'y a pas de liberté sans contrainte. Alors, non, attends, on est d'accord avec ça, mais on dit le management, c'est bien structurer les équipes et les actions. Et puis, tu as une autre vision qui est celle de Peter Drucker, le gourou du management américain, qui dit on ne peut manager que les forces. Tu vois, c'est-à-dire si tu veux essayer de compenser les faiblesses des membres de ton équipe, ça marche pas. Tout ce que tu peux manager, c'est la force de quelqu'un. Et puis tu peux aligner une équipe qui ont des forces complémentaires. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose de très très fort. C'est-à-dire, là où on a tendance à dire tout le monde doit être les mêmes. Tu vois, c'est-à-dire, parle pas trop fort, toi. Tout le monde doit... C'est vraiment... Comment réconcilier il faut déceler chacun où est-ce qu'il va exceller. Ouais. Et je trouve que c'est marrant, quand je voyais Pepper, j'avais un collaborateur, j'espère qu'il écoutera ça, qui s'appelle Florent, qui avait 26 ans, et les jeunes aujourd'hui, ils n'ont plus rien à foutre de la carrière. Ouais. Et il m'a dit un jour, moi si j'ai pas un boss que j'admire, je pars. Et donc il faut qu'à un moment, il y ait une certaine reconnaissance de part et d'autre, acceptation de comportement qui est différent, d'un jeune qui va travailler 8 heures et pas 8h40 ou 10 heures comme avant, de gars qui va te dire, moi je fais mes heures, je suis investi mais je fais mes heures. Et donc je pense que la reconnaissance des gens comme ils sont, avec leur tenue différente, avec leur attitude différente, le gars qui a une boucle d'oreille, des lunettes comme ça, des cheveux comme ça, une culture, une origine différente, pour moi c'est fondamental de mettre ça en avant. Mais en même temps, est-ce que tu n'es pas d'accord? Moi je n'arrête pas de rabâcher ça, c'est de dire la reconnaissance elle doit partir de soi-même. C'est-à-dire les personnes qui attendent la reconnaissance de l'extérieur. Je dis souvent la différence entre l'estime et l'ego, c'est ça. L'ego va chercher la reconnaissance à l'extérieur. L'estime de soi, tu la prends d'abord à l'intérieur. C'est comme le luxe et l'excellence. Le luxe, c'est quoi le luxe? Tu vas à Dubaï, c'est du luxe. Moi, j'ai jamais été, mais j'imagine que c'est du luxe. L'excellence, c'est chercher à faire mieux par rapport à qui on est. C'est reconnaître qui on est, c'est compliqué. Hein. Nos fragilités, nos forces, nos faiblesses. Je suis comme ça, je suis pas assez gros, je suis trop gros, je suis pas assez musclé. Et donc, c'est accepter qui on est dans notre totale individualité et essayer de faire un peu mieux, quoi, différemment. Eh bien, écoute, je crois qu'on arrive tout doucement au bout. C'est peut-être l'idée de commencer un podcast sur le luxe et l'estime de soi. Mais le temps file, donc je vais repasser la parole à Elisa et je te remercie déjà encore d'être là. Donc, avant de terminer, pour conclure, on va te poser quelques petites questions. Alors, faut surtout pas réfléchir et répondre le plus brièvement possible. T'es prêt? Prêt. Alors, un conseil que tu aurais aimé qu'on te donne?
Accepter sa faiblesse. Le cliché qu'il faut oublier à jamais sur la vie des entrepreneurs. Le chiffre d'affaires, c'est ton bénéfice. Une mauvaise habitude dont tu aimerais te débarrasser. Survoler les choses par moment. Et oublier les bougies. Le livre que tu aurais rêvé d'écrire. Le parfum. Ben voilà, on termine sur le parfum. C'est la fin de ce podcast. Merci pour votre écoute. On espère vous avoir inspiré. Merci Jean-Manuel, merci Tari. Merci Elisa. Elisa, merci. Merci, Et Tariq. n'hésitez pas à commenter et à nous donner votre avis. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. À bientôt.